en France. Non mais attendez, au Moyen-Âge, on disait des Arabes et des musulmans qu'ils étaient complètement dans la permissivité, de la visibilité du féminin. Et tout à coup, quand ça vous arrange, pour nous mettre à l'extérieur d'un champ culturel que vous clôturez, c'est-à-dire l'exception française, mais oui, je vais même vous dire une chose, à un moment donné, même dans votre argumentaire, vous dites une chose qui est surprenante, que vous dites, même les libéraux, ceux de la laïcité libérale, comme vous les appelez, ou les Américains, ils ne le font pas, vous venez de le répéter maintenant, au nom d'une transcendance, ils le font avec les arguments même de notre culture, de notre civilisation. Et ça vous permet, dans ce débat qu'il y a entre ceux qui sont pour le foulard ou contre le foulard, de mettre les musulmans à l'extérieur. Alors permettez-moi de dire c'est le foulard que je mets à l'extérieur, certainement pas les musulmans. Non, oui. Mais je mets le foulard à l'extérieur de l'école, mais pas les jeunes filles. D'accord. Non, mais d'abord, j'ai deux remarques. La première des choses, c'est que d'abord, cette notion de la galanterie, cette vision de l'exception française est totalement fausse. C'est une reconstruction pour justifier une position qui est celle qui est en filigrane de tout votre argumentaire. Vous ne parlez pas de la laïcité légale. Vous êtes en train de construire une philosophie laïque de l'exclusion, de la singularité française. Et là, je suis désolé de vous dire que les Américains, comme tous les Européens, ont raison de vous dire qu'au bout du compte, la spécificité culturelle que vous vous octroyez ne pourra jamais avoir raison du droit des gens de croire ce qu'ils croient et d'agir comme ils agissent. Ça n'est pas à vous de dire, au nom de la galanterie qui est la nôtre, sortez de nos écoles. Je n'ai jamais dit qu'il fallait... J'ai dit qu'il fallait sortir le voile des écoles et certainement pas les jeunes filles. Ce n'est pas un acte d'exclusion, d'une part. D'autre part, j'ai aussi... je suis très attaché à une certaine conception de la laïcité qui se définit par l'indépendance de l'ordre spirituel, et c'est la phrase d'Alain, l'école est un lieu admirable où les bruits extérieurs n'entrent pas, j'aime ces murs nus. Malheureusement, les murs se sont effrités. Cela, je le regrette, donc je m'interroge sur cette hostilité française au voile et non pas aux jeunes filles. J'essaye de lui trouver sa raison d'être, mais je suis fasciné par l'argumentation de Tariq Ramadan, puisque dans votre livre, Tariq Ramadan, vous nous dites « N'ayez pas peur, il est tout à fait normal, et vous l'avez souligné, Frédéric Taddeï, que la démocratie dans le monde musulman fasse référence à des traditions internes et que tout d'un coup, nous puissions nous interroger sur l'existence d'une civilisation française, comme le fait d'ailleurs Claude Lévi-Strauss, hein, l'ethnologue, notamment dans sa conférence Race et Culture. Voilà qui nous est reproché, comme si nous devrions en quelque sorte sacrifier notre civilisation, notre identité à la diversité pure. Je ne vois pas. La France est une proposition de monde. Cette proposition, elle s'adresse à tous ceux qui naissent en France, qui viennent en France, aux autochtones et aux étrangers. Elle n'a rien d'exclusif. Elle n'a rien de ségrégatif ou de discriminatoire, mais on peut autoriser la France à être une civilisation. Alain Finkielkraut, ce nous dont vous parlez, il faut qu'on se mette bien d'accord parce que ce n'est pas toujours clair dans votre propos, ni dans votre texte. Ce nous, et quand vous parlez des autochtones, quand vous parlez des Français de souche, nous sommes bien d'accord, ce sont aussi des Français de confession musulmane. Nous sommes bien d'accord. Bien entendu. D'accord, on n'a pas de doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Je suis très content de l'entendre. Donc, en l'occurrence, les autochtones et les Français de confession musulmane, qui font partie de votre pays et de votre culture, ils ont des droits et ils ont des envies et ils ont la possibilité de les exprimer. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est deux choses dans votre propos. C'est que tout à coup, vous êtes en train de dire, on est en train de vous reprocher d'avoir une culture et une identité. Non, on est en train de questionner votre capacité de réduire la culture et l'identité française à ce que vous pensez qu'elle est, parce que je rencontre beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec vous, qui pensent que votre façon de définir l'identité française est totalement fermée, elle est élitiste, que vous êtes un élitiste, que vous pensez l'éducation du haut d'une estrade, dans une conférence ex cathedra, beaucoup plus que dans la participation. Donc, vous ne représentez pas la France. Donc, quand je vous questionne, je ne suis pas en train de questionner la France, je suis en train de questionner un point de vue sur la France, un point de vue sur l'identité. Et c'est mon deuxième point, parce que c'est celui-ci qui m'intéresse beaucoup plus. C'est quand vous dites, vous ne voulez pas
que la vie entre à l'école. Vous voulez que l'école, ce soit une espèce de sanctuaire où il y a une espèce de transcendance de la scolarité ou de l'espace scolaire. Eh bien, moi, ça me gêne. Et je ne pense pas que ce soit français. C'est Finkelkraut, c'est pas français. C'est pas simplement français, c'est votre perception. Alors, laissez-moi juste conclure sur ce point-là. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement, vous savez, j'ai été enseignant comme vous dans un lycée pendant des années. Ce que je voulais, et je ne fais pas une exclusion. Vous savez, à un moment donné, dans votre propos, vous opposez fanatisme et scepticisme. Mais non, on peut être convaincu et on peut ne pas être sceptique et ne pas être sceptique sans être fanatique. Vous allez vers des polarisations qui sont totalement construites. Et entre la vie et l'école, moi, ce que j'aimerais, ce que j'essayais d'avoir de mes élèves, c'est une extraordinaire et une bonne maîtrise de la langue française, mais une connaissance de la cité, une citoyenneté, une solidarité. Pourquoi vouliez-vous un mur entre la vie et l'école? Qu'est-ce que c'est l'école sans la vie? D'abord, il y a tellement de choses que vous avez dites, oui. Donc et il ne reste pas tant il de ne reste temps pas que tellement ça. de temps. Je voudrais dire un mot sur français de souche, un mot sur l'élitisme, et peut-être ça me permettra de conclure sur la question de la vie à l'école. Je ne suis pas un français de souche. Je ne suis pas un autochtone en ce sens. Mes parents viennent de Pologne, nous avons bénéficié d'une naturalisation collective quand j'avais 1 an. Pour autant, je crois qu'il y a des Français de souche. Je crois que nous ne sommes pas de purs individus. Nous sommes tous des héritiers. Et nous sommes comptables de cet héritage dans la constitution même de notre personnalité. Donc, or, j'ai même entendu Éric Besson, lors du débat sur l'identité nationale, proclamer « il n'y a pas de Français de souche, il n'y a qu'une France de métissage », proclamer « la France n'est ni un peuple, ni une langue, ni une religion, ni un territoire, elle n'est rien ». Autrement dit, et en dépit qu'une addition de diversité, oui, c'est qu'un conglomérat de peuples, ce qui est évidemment faux. Et malgré cela, malgré cette soumission, malgré cette allégeance enthousiaste à la doxa anti-identitaire, il avait prononcé le mot fatal, le mot fasciste d'identité, et il y a eu ce tollé général, et le débat d'ailleurs a été arrêté net. Oui, il y a des Français de souche, d'autres qui ne le sont pas. Ils doivent bénéficier, bien entendu, des mêmes droits, mais ils ne sont pas les mêmes personnes. Et quant à la civilisation française, elle est élitiste. Bien sûr, un Allemand, Ernst Curtius, en 1925, visitant la France, disait « La France, eh bien, la littérature est en France une composante essentielle des destinées de la France, ce qui est très différent de l'Allemagne. Et précisément, je pense que c'était à l'école juste de transmettre, d'entretenir cet héritage civilisationnel et de le transmettre. Et là, moi, je suis élitiste en ce sens où j'ai une haute idée de la civilisation française, mais je ne le suis pas en ce sens où je pense que l'école doit offrir tout cela au plus grand nombre. C'est, selon la très belle formule de Mandelstam, souvent citée par Elisabeth de Fontenay, la splendide promesse faite aux tiers États. La promesse, précisément, d'un élitisme pour tous. Pour finir, parce qu'il faut bien la finir, et je renvoie évidemment à vos écrits respectifs, à votre livre Tariq Ramadan, à votre article qui paraît demain dans Causeur, Alain Finkielkraut, mais vous êtes tous les deux assez critiques avec la démocratie qu'on va qualifier d'occidentale. Vous dites que pas pour les mêmes raisons. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais Tariq Ramadan, vous dites que les démocraties que pourraient inventer demain les peuples arabes qui viennent de se soulever pourraient être mieux. Il faudrait faire attention à ce qu'elles ne soient pas au service des marchés, de l'économie, etc., etc. Et vous, Alain Finkielkraut, finalement, cette crise du vivre ensemble, vous en faites porter la responsabilité, au fond, à la démocratie. Alors d'abord, Tariq Ramadan. Oui, moi, si vous voulez, je suis c'est pas la panacée, quoi, notre démocratie. Je suis pour le processus de démocratisation, mais je me refuse à penser, en ayant fait toute ma vie en Occident, qu'il suffirait pour le monde arabe d'imiter l'Occident pour parvenir à l'idéal de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'en vivant en Occident, je m'aperçois d'un certain nombre de choses qui doivent être améliorées. La démocratie, c'est toujours un projet qui doit être amélioré. Et la chose... Vous savez, cette obsession, il faut absolument que l'État soit séparé de l'autorité religieuse. Et moi, je suis pour la séparation des autorités, et je le dis et je le répète dans le livre.
Mais pour la remplacer par quelle autre autorité? Que l'État soit sous l'autorité des forces économiques. Vous dites que le libre-échange, c'est la nouvelle religion qui ne dit pas son nom. C'est la nouvelle imposition, exactement. Et je pense qu'il faut que... ce que je veux, c'est que dans le monde musulman, on aille vers les vrais problèmes. Qu'on arrête la polarisation, ce dont on a parlé, et qu'on en vienne à un processus de démocratie qui lie deux choses. C'est-à-dire la responsabilité du citoyen, l'éducation, et sur ce point-là, on a des points en commun, c'est-à-dire comment l'éducation doit être centrale, une certaine éthique. Et je pense, de ce point de vue-là, c'est ce qui m'intéresse, que le monde musulman, ou majoritairement musulman, les sociétés du Sud peuvent aussi être, à l'avenir, une formidable source d'inspiration pour l'Occident. J'aimerais bien que l'Occident parvienne à l'humilité dont parle Finkielkraut dans son texte et qu'elle écoute ces populations qui sont en train de se soulever et dont les femmes et la jeunesse sont des vecteurs de créativité. C'est ça que je défends dans le livre. Alors Alain Finkielkraut, vous lui reprochez quoi, cette démocratie? Non, je dirais deux choses. Je crois que la crise du vivre ensemble tient aussi à la difficulté où nous sommes de maîtriser les flux migratoires avec l'apparition d'une immigration familiale et non d'une immigration de travail. On voit se constituer un véritable séparatisme territorial et culturel. Les autochtones quittent les banlieues, ils n'habitent plus au-delà du périphérique, ils habitent au-delà de la banlieue. C'est un peu court de les traiter de racistes. Et je dis aussi que dans les quartiers dits sensibles, la violence vient peut-être d'un déni de sensibilité. Je ne sais pas qui a inventé la galanterie. Je sais simplement qu'il y a des lieux, précisément, où il est mal vu, où l'on est dur et brutal à cause de la mauvaise réputation de la douceur, où il est mal vu de donner la main à sa meuf, comme on dit. Et je considère que ça, c'est une explication possible de la violence. Mais je ne veux pas m'en tenir, à cette représentation-là, parce que la démocratie, si vous voulez, est partie prenante du mouvement dans lequel nous sommes emportés. La crise du vivre ensemble est peut-être aussi le produit inexorable de son évolution, dans la mesure où elle a tendance à mettre tout sur le même plan, à tout niveler. Et dans ce climat de nivellement total, aggravé par l'horizontalité des nouvelles technologies, précisément, l'éducation est menacée, la transmission n'a pas sa place parce qu'elle suppose une dissymétrie de plus en plus mal vécue dans notre monde. Alain Finkielkraut, un tout petit peu plus de justice sociale dans les banlieues et vous aurez plus de galanterie, j'en suis certain. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Dans 8 jours sort le nouveau film de Mathieu Kassovitz. Il s'intitule L'ordre et la morale. Il va faire polémique et d'abord sur ce plateau puisque face à Mathieu Kassovitz, il y a les personnages de son film.